Bonjour à toutes et tous, je suis Philippe Dionnet, je suis rhumatologue, chef de service du département de rhumatologie à l'hôpital Bichat. Et aujourd'hui, on va parler, on m'a demandé de traiter les maladies pulmonaires qui compliquent les pathologies auto-immunes. On va se recentrer bien entendu, compte tenu du temps qui nous est imparti, sur les pneumopathies interstitielles, si vous voulez bien, associées à la polyarthrite rhumatoïde. Alors voilà le plan de la présentation. On va voir pourquoi s'intéresser finalement à la PRPID, donc c'est pneumopathie interstitielle diffuse qui complique la PR, les problématiques de dépistage ou screening, l'identification des principaux facteurs de risque qui prédisposent à cette complication extra-articulaire de la PR, vous donner des nouvelles sur l'existence de scores de risque qui ont été développés à partir de ces facteurs de risque, et puis vous dire un mot sur les outils de détection qu'on pourrait utiliser. Alors pourquoi s'intéresser à la PRPID? Rapidement, en 4 points clés. Le premier message, c'est que c'est une atteinte qui est fréquente, largement sous-estimée par les rhumatologues, longtemps et souvent asymptomatique. On sait que la radio de thorax est très peu performante, puisqu'on a une prévalence qui est de moins de 10% quand on regarde juste sa simple expression clinique. Par contre, si vous abordez systématiquement les patients atteints de PR avec un dépistage en utilisant un scanner thoracique, vous allez avoir une fréquence de la maladie qui est beaucoup plus élevée, qui va varier entre 20 et jusqu'à un peu plus de 50% pour certaines études. Le deuxième mot-clé, c'est l'hétérogénéité. C'est une entité qui est très hétérogène, comme l'illustrent, vous le voyez, les différents aspects scanographiques. On peut avoir de la pneumopathie organisée, de la pneumopathie interstitielle non spécifique et de la pneumopathie interstitielle commune. La particularité de la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'avoir une forte prévalence de la pneumopathie interstitielle dite commune, ou UIP pour les anglo-saxons. Et cette pneumopathie, on va le voir, elle a une caractéristique physiopathogénique, c'est qu'elle est liée finalement à un processus fibrosant. L'autre mot-clé, c'est évolutif. Il faut garder en tête que dès lors que vous allez dépister une pneumopathie interstitielle diffuse chez les patients qui présentent une polyarthrite rhumatoïde, on estime qu'environ 40 à 50% des patients vont présenter une forme évolutive de la maladie. Comme vous le voyez sur ce diagramme, c'est beaucoup plus important en termes de fréquence, l'évolutivité, la progression de cette maladie, que dans les autres connectivites qui vont se compliquer d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Donc ça, c'est le troisième message clé. Là, vous voyez, à 5 ans du diagnostic de PID, on a environ 40% des patients qui vont évoluer quand on regarde les paramètres FR, ou que ce soit la DLC ou la CVF. Le dernier mot-clé, c'est la sévérité. Il y a une surmortalité qui est très clairement associée à la survenue d'une pneumopathie interstitielle diffuse au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Voici des données qui ont été présentées au dernier congrès de la SFR par Pierre-Antoine Juge, une étude que nous avons menée sur le système national des données de santé, vous voyez entre 2013 et 2018, donc une période qui est relativement récente. Et vous voyez que quand on suit donc une population PR, PID, apparié avec une population PR non PID et les patients étant matchés pour les comorbidités, on a quand même un hazard ratio qui est au-delà de 3 en termes de mortalité. Donc c'est clairement une maladie, une complication extra-articulaire qui est de très mauvais pronostic. Pourquoi c'est important de faire le distinguo des aspects scanographiques, je vous l'ai montré tout à l'heure, au moins faire le distinguo entre pic et non pic. Regardez, quand on regarde les courbes de survie de ces patients, vous voyez le fait d'avoir un phénotype non pic est de bien meilleurs pronostics que le fait d'avoir un phénotype pic. Et ce pronostic est superposable à celui observé dans une autre maladie que connaissent bien les pneumologues, qui est la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc le fait d'avoir une pic, d'avoir de la fibrose, c'est vraiment de mauvais pronostics. Alors on va maintenant parler de la problématique du dépistage ou du screening qui est un des points aujourd'hui les plus en vogue en termes de recherche sur cette thématique PRPID. Alors d'abord un petit rappel, le screening ou dépistage ne s'applique bien évidemment que chez les patients asymptomatiques. Dès lors qu'on a des symptômes, la question ne se pose pas, elle a déjà été tranchée. Dès que vous avez des symptômes respiratoires, les patients doivent être explorés par un scanner thoracique. Si celui-ci fait le diagnostic, bien entendu, il faudra réaliser des EFR et avoir un avis, une cogestion au minimum avec les pneumologues de vos patients. Que va permettre le scanner? D'une part, le diagnostic, à la phase préclinique,
De préciser l'aspect tomographique, je vous l'ai dit, pic ou non pic au minimum. Donc vous avez vu qu'il y avait un facteur pronostic qui était directement lié à cet aspect scanographique. Et puis ça va aussi permettre l'extension, de mesurer l'extension des lésions. Donc une valeur à la fois diagnostique et une valeur pronostique pour l'atteinte. Donc ça c'est vraiment l'examen, c'est le gold standard. La problématique du screening, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. La problématique du screening ou du dépistage, elle se pose chez les patients qui sont asymptomatiques. Et c'est là que va s'appliquer toute la problématique du screening. Alors pourquoi c'est pertinent de screener les patients? Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, vous voyez dans cette étude espagnole qui est relativement récente, que le fait d'avoir un retard au diagnostic de PID, mais finalement va conduire à une surmortalité. Vous voyez la courbe en orange sur ces courbes de Kaplan-Meier, c'est les gens qui ont plus de 24 mois de délai diagnostique de la pneumopathie interstitielle diffuse, et vous voyez qu'ils sont de vraiment moins bons pronostics que les patients qui vont être dépistés dans les 12 premiers mois, ici en vert sur le graphe. Alors quand on parle de screening ou de dépistage, on doit se poser trois principales questions. La première c'est à qui? Est-ce qu'on est capable d'identifier les patients qui sont à haut risque de développer une PID et donc éligibles à la réalisation d'un scanner? La deuxième question c'est quand? Et la troisième c'est comment? Alors qui? Ça doit répondre à l'identification des principaux facteurs de risque de la PR-PID qu'on va voir tout de suite. Alors les facteurs de risque, quels sont-ils? On peut distinguer deux grands groupes de facteurs de risque, ceux qui sont rattachés à l'individu, à savoir le sexe, l'âge, l'environnement et les facteurs génétiques, et d'autre part, ceux qui sont spécifiques à la maladie sous-jacente, donc à la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce qu'il y a un sous-phénotype particulier? Est-ce que l'activité de la maladie en soi est un facteur de risque? Est-ce que certains traitements de la maladie sont un facteur de risque? Alors on va commencer par ceux qui sont reliés donc à la polyarthrite rhumatoïde. Très rapidement, le premier message, c'est que l'activité de la PR est très clairement associée à une augmentation de PR-PID incidente. Vous voyez dans ce travail qui sort du Brigham, je vous ai représenté les odds ratios fonction du DAS. On a un effet quasiment linéaire et on pouvait s'en douter, à l'instar des autres manifestations extra-articulaires de la PR. La PID en est une. Et bien vous voyez que moins on contrôle la maladie, plus on est à risque de voir émerger une pneumopathie interstitielle diffuse. Deuxième point, le méthotrexate. Le méthotrexate a été, j'ai envie de dire, le sujet à beaucoup de discussions et a été longtemps considéré comme coupable, comme un facteur de risque d'émergence de la pneumopathie interstitielle diffuse au cours de la PR. Vous voyez dans ces deux études, la première est anglaise, c'est une étude de cohorte avec une analyse rétrospective. Les auteurs n'ont pas trouvé d'association à risque entre la prise de méthotrexate et la survenue de PID incidente. Vous voyez même avec un odds ratio qui pourrait avoir un effet protecteur. Après, je vous en dirai deux mots. Et un travail qu'on a fait, nous, qui est multiethnique, avec là encore rétrospectif et un design qui est cas contrôle. Vous voyez que quasiment toutes les populations se comportent de la même manière, avec là encore pas de relation entre un sur-risque de PID et la prise de méthotrexate, et plutôt là encore un effet protecteur. Vous voyez qu'on a des odds ratios qui sont relativement similaires entre les deux études. Alors on ne peut pas dire qu'il y a un effet protecteur dans ces deux études du fait d'un design rétrospectif, mais on peut au moins dire que le méthotrexate n'est pas un facteur de risque de PID au cours de la PR. Est-ce qu'il y a un sous-phénotype particulier à risque de la PR? Il y a beaucoup de littérature sur la séropositivité ACPA et facteurs rhumatoïdes. Et aujourd'hui, les résultats sont plutôt controversés et mitigés. On n'a pas d'argument pour dire très clairement que le fait d'être positif pour les facteurs rhumatoïdes et ou les ACPA serait associé à un surrisque de PID. Comme vous pouvez le voir ici dans cette étude, avec une large cohorte, quand même, une large population, 620 patients PR-PID, 614 patients sans PID, tout le monde avait été scanné dans cette étude. Là, vous voyez, on n'a pas du tout d'association, on a plutôt même une tendance inverse, si je puis dire. On a peut-être un rôle des titres élevés des ACPA, ou peut-être certains sous-types d'ACPA qui pourraient avoir un intérêt. Pour l'instant, ça reste du domaine de la recherche. Mais en tout cas, je voulais que vous reteniez qu'on n'a pas vraiment de lien entre la positivité, donc l'analyse qualitative, si je puis dire, positive ou non, ACPA ou facteur rhumatoïde et PR-PID. On va maintenant passer aux facteurs individuels de risque. Grosso modo, les caractéristiques individuelles qui sont des facteurs de risque de PID au cours de la PR, il y en a 4 qu'il faut retenir.
L'âge tardif au début de l'APR, vous pouvez le voir, on a quasiment 10 ans là, quand vous regardez les deux tableaux que j'ai mis dans la diapositive, 10 ans d'écart entre les gens qui développent une PID et ceux qui n'en feront pas. Le sexe masculin, on a une surreprésentation du sexe masculin chez les patients qui vont développer une pneumopathie interstitielle diffuse. L'obésité est un facteur de risque qui sort dans 2 études et de façon très claire, et nous on a fait une étude dans Espoir où c'était quasiment limite, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et le tabac, on estime qu'au-delà de 25 paquets années, on a un odds ratio d'environ 2 pour la PID, pour la survenue d'une PID au cours de l'APR. Il y a des facteurs génétiques aussi dans les facteurs individuels, et les hypothèses de travail qui ont conduit la plupart des travaux étaient la suivante, c'était que finalement, quand on regarde la PRPID et la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a beaucoup de similitudes. D'une part, une surreprésentation du sexe masculin, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Un âge tardif au diagnostic de PID. Vous voyez, quand on regarde la PRPID, on est dans la 6e décade. On est dans la 7e décade quand on regarde la fibrose pulmonaire idiopathique. Le tabac, facteur commun environnemental. L'aspect scanographique, je vous l'ai dit, on a une forte prévalence de la PIC dans l'APR. 40 à 60% des patients vont avoir ce phénotype fibrosant. Et vous savez qu'il est requis pour le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. C'est une maladie également progressive. Et puis vous voyez, avec un pronostic qui est vraiment pas bon. On l'a vu tout à l'heure sur les courbes de survie, avec des pronostics qui sont quasiment superposables. Donc on pouvait être en droit de penser que probablement ces deux maladies partagent des facteurs de risque génétiques. Et c'est le cas puisque le principal facteur de risque génétique de la FPI, qui est un gène qui s'appelle MUC5B, un variant de ce gène, qui est situé dans le promoteur du gène et qui donc va, quand on porte le variant à risque, influencer l'expression en augmentant l'expression de MUC5B. Ce gène et ce variant est le principal facteur de l'FPI. Donc on a testé ce variant dans l'APR et vous voyez que le fait de le porter augmente par 3 le risque de développer une pneumopathie interstitielle diffuse au cours de l'APR, multiplie par 6 le risque de développer le phénotype PIC, et peut-être la donnée la plus intéressante, c'est l'image un peu de yin et yang que vous voyez ici, c'est de montrer que finalement l'association est restreinte au phénotype PIC. Donc on a un variant génétique qui prédispose à la PID et exclusivement à la PIC. On a été content de voir que ces résultats avaient été répliqués cette fois-ci, non pas selon les modalités d'une étude cas contrôle génétique, mais dans une étude de registre finlandais qui était adossé à une biobanque. Et vous voyez que là encore, ils ont montré très clairement, quand vous regardez la courbe en mauve, ce sont les patients qui sont porteurs du variant à risque et qui ont une polyarthrite rhumatoïde. La courbe en jaune, les patients qui sont non porteurs de variant à risque et qui ont une polyarthrite rhumatoïde, et vous avez donc en ordonnée l'incidence cumulative de pneumopathie interstitielle diffuse. Vous voyez qu'on a une grande contribution de MUC5B au PRPID incidente. Alors quid, maintenant qu'on connaît les facteurs de risque, est-ce qu'on est capable de développer un score de risque pour prédire, finalement pour prédire l'existence d'une PID sous-jacente chez les patients qui seraient asymptomatiques sur le plan respiratoire? Voilà, je vous donne les résultats d'une étude qu'on a présentée à l'ELAR et à la SFR et qui est actuellement soumise à publication. On a fait une étude transversale dans la cohorte d'Espoir et on a réalisé de façon systématique un scanner à des patients asymptomatiques sur le plan respiratoire qui avaient tous au moins 10 ans d'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. On a pu faire le scan chez 175 de ces patients et puis on a regardé si on pouvait identifier les facteurs prédictifs de pneumopathie interstitielle diffuse infraclinique. Alors, partant de ça, je vous donne quand même les résultats d'une étude argentine, où vous voyez ici que ces auteurs avaient déjà fait un peu ce travail, mais dans une étude cas témoin avec des PR symptomatiques, donc on s'écarte un peu du design. Néanmoins, ils avaient trouvé des résultats relativement intéressants. Il y avait les paramètres de l'inflammation avec l'AVS qui sortaient comme facteur indépendant, le fait de fumer, le sexe masculin, les manifestations extra-articulaires et encore une fois l'activité de la maladie avec le SEDAI. Alors je vous montre les résultats de la cohorte Espoir. Voilà ce que l'on observe. On a 19% de patients qui vont présenter une pneumopathie interstitielle diffuse à un stade préclinique.
on est tout à fait dans la prévalence attendue. Et vous voyez qu'on a certains facteurs qui semblent d'intérêt, comme le sexe masculin, l'âge, le BMI, vous voyez, on était presque limite significativité, le tabac ne sort pas, et vous voyez que la positivité des ACPA ne sort pas non plus. On a fait une analyse de régression multivariée, et vous voyez qu'on arrive à identifier 4 facteurs de risque indépendants: le sexe masculin, l'âge tardif au début de l'APR, le DAS28 moyen sur la période de suivi et le fait de porter le variant à risque MUC5B. On a déduit de ces 4 variables un score de risque que vous voyez ici avec des aires sous la courbe qui sont vraiment intéressantes, et nous avons répliqué ce score de risque dans une population indépendante, ce qui permettrait peut-être d'être capable d'identifier donc les patients à très haut risque de développer une PLD et donc éligibles à une exploration par scanner thoracique. Voilà la matrice de risque. Vous voyez qu'on est capable, quand on est vraiment en bout, quand on porte tous les facteurs de risque, on a plus de 95% de chances d'avoir une détection positive lors de réalisation du scanner. Alors c'est très intéressant parce qu'on vient de voir un papier qui vient de sortir il y a 15 jours, issu d'une équipe de Denver, de pneumologues, qui a réalisé une étude quasiment équivalente, 184 patients, je vous rappelle qu'on partait de 175 dans l'espoir. Vous voyez la prévalence de la PID infraclinique ou préclinique, c'est 20,6, on avait 19,1, donc on colle. Et ils ont un modèle de prédiction qui inclut l'âge, le sexe masculin et MUC5B, donc on est vraiment rassuré par ces résultats qui suggèrent finalement une validité de ce qu'on a observé dans la cohorte espoir. Alors, un mot rapide sur les outils de détection maintenant. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose avant d'aller au scanner pour sensibiliser, si je puis dire, la détection de ces patients qui seraient probablement porteurs d'une pneumopathie interstitielle diffuse infraclinique? Il faut se poser 5 questions quand on regarde ces outils. La première, c'est ce qu'ils sont bien conçus pour identifier les patients à haut risque et donc éligibles au scanner. 2, la faisabilité. 3, la rentabilité. Bien sûr, il y a un rapport coût qui est important. La sensibilité et la valeur prédictive négative est importante. Et puis, est-ce que c'est applicable largement dans toutes les populations? Alors, quels outils? D'abord, le scan, rappel, c'est le gold standard, je vous l'ai dit. Ça permet le diagnostic, le pronostic. La problématique, bien évidemment, c'est que ça expose quand même à des radiations ionisantes et qu'on aimerait peut-être avoir des examens qui nous permettent un peu d'affiner, si je puis dire, le profil des patients qui vont être éligibles à la réalisation d'un scanner. Alors les EFR. Les EFR, dans notre expérience, ce n'est pas forcément un bon examen. Néanmoins, je vous rapporte ce qu'il y a dans la littérature. Vous voyez qu'une diminution de la DLCO semble être quelque chose d'intéressant, puisqu'on a 2 papiers qui sont sortis. Alors, un avec une petite cohorte de 27 patients, un qui est beaucoup plus conséquent, un travail italien, 150 patients. Une étude rétrospective, là encore, vous voyez, on a 19,2% de PID préclinique. On retombe exactement sur des chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Et bien, la diminution de la DLCO, elle serait prédictive de la PID. Vous voyez, avec là encore une aire sous la courbe qui est très intéressante. On n'a pas de réplication indépendante, mais ça a le mérite en tout cas d'avoir été fait. C'est un examen qui n'est pas invasif et qui pourrait donc peut-être avoir un intérêt. L'échographie, on sait maintenant que l'échographe, eh ben, c'est le prolongement de la main du rhumatologue, en tout cas des jeunes, dont je ne fais plus partie, mais on utilise régulièrement l'échographie. Là, une méta-analyse sur l'échographie pulmonaire. Vous voyez 487 patients qui ont une PID associée à une connectivite, avec une majorité de patients qui ont une PR. Vous voyez la sensibilité de détection, elle est de 86%, elle est relativement intéressante. Et on va chercher quoi? On va chercher les fameuses lignes B à l'échographie. Et Sébastien Ottaviani, qui pratique l'échographie dans le service, m'a gentiment prêté ces images. Vous voyez des cadrans d'exploration particuliers. C'est une exploration qui ne prend pas tellement de temps et qui permet peut-être, là encore, de sensibiliser et de mieux définir les patients qui seront éligibles à la réalisation d'un scanner. Enfin, un dernier outil, le e-stéthoscope. On part du principe que peut-être qu'on n'est pas performant à l'écoute, nous en tout cas en tant que rhumatologue avec notre stéthoscope, et que une intelligence artificielle ferait ça un petit peu mieux que nous. Vous voyez là une étude, là encore, 137 patients PR, tout le monde a été exploré par un scanner. Vous voyez qu'on a une sensibilité qui est très élevée, 0,93, donc là encore possiblement un intérêt. Donc si on doit résumer l'état actuel des connaissances,
la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, visiblement, on est probablement en capacité, on va rapidement être en capacité d'identifier des patients à fort risque de développer une PD à un stade où ils sont encore asymptomatiques et peut-être qu'on pourra aller directement au scanner pour ces patients. Sinon, peut-être qu'on devra utiliser d'autres outils de détection préalables, les EFR comme je vous l'ai dit, l'échographie pourquoi pas, le e-stéthoscope ou encore le scanner low dose qui nous permettrait de mieux identifier ces patients pour ensuite bien évidemment les adresser au radiologue pour faire un scanner, des EFR si la détection était positive et bien sûr ensuite une cogestion avec nos collègues pneumologues. Je vous remercie pour votre attention.